Vous êtes sur Speedline TV et vous avez raison. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommet, les secrétaires exécutifs d'Adjara et de Tonkoutouna ont été révoqués suite à des révélations d'actes graves. Une des décisions du Conseil des ministres de ce mercredi, à suivre l'intégralité des décisions dans ce journal. À quelques semaines de l'examen du certificat d'études primaires, les séances de révision se multiplient dans les écoles. Les enseignants et les élèves sont pleinement engagés dans leur préparation, c'est le constat fait dans quelques écoles de la commune de Kouma. Au cœur de l'actualité internationale, Tidjane Thiam retrouve son fauteuil présidentiel à la tête du PDCI. Ceci intervient au thème d'une élection qui s'est déroulée à l'occasion du 9e congrès extraordinaire du plus vieux parti de Côte d'Ivoire. On ouvre ce journal par les décisions du Conseil des ministres de ce mercredi. Le gouvernement a décidé de la révocation des secrétaires exécutifs des mairies d'Adjara et de Tonkoutouna. Autre décision, approbation des statuts de l'Office de gestion des stades du Bénin. On fait le point avec le porte-parole du gouvernement. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 14 mai 2025 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République. Les décisions que voici ont sanctionné la séance. S'agissant des mesures normatives, révocation des secrétaires exécutifs des mairies d'Adjara et de Tonkoutouna. Il est reproché à la première d'avoir organisé avec le directeur du développement local et de la planification la surfacturation du coût de 2 prestations au profit de la commune pour un montant TTC de 3 millions de francs CFA en vue de percevoir une commission d'un montant d'1 million de francs CFA dont 800 000 francs CFA ont été effectivement versés par le prestataire. Les modalités de répartition de cette commission ont été à la base d'une profonde discorde entre la secrétaire exécutive et le dit directeur au point d'envenimer leur collaboration. La supercherie a été dénoncée à la faveur d'une mission de l'Inspection générale des finances effectuée courant décembre 2024 à la mairie d'Adjara. Quant à la seconde, il est mis à sa charge des faits de complicité de manipulation des documents administratifs et de malversation financière dans le cadre du voyage d'une délégation de la commune de Tonkoutouna sur la Belgique courant juillet 2024. À ce propos, la délibération du conseil communal autorisant le déplacement ne mentionne guère que l'incidence financière qui en découle est imputable au budget de la commune. Elle a donc fait l'objet d'un arrêté d'approbation du préfet de la Takora en l'état. C'est par la suite que la secrétaire exécutive a organisé la manipulation du dit arrêté pour y introduire un article mettant les frais du voyage à la charge du budget communal. Cela a permis de débloquer dans un premier temps un montant de 602 000 francs CFA qui a servi à payer des dépenses non éligibles au budget communal. Il s'agit des frais d'établissement de pièces administratives et d'hébergement des membres de la délégation à Cotonou à l'occasion de l'établissement de ces documents. C'est lors du traitement du mandat d'un montant de 995 000 francs CFA dans un second temps, destiné à couvrir les frais de mission des membres de la délégation, que la trésorerie communale s'est aperçue de la falsification du document. Mise en demeure par le préfet, la secrétaire exécutive, ordonnateur du budget de cette collectivité locale, n'a pas cru devoir reverser dans les caisses de la commune les fonds frauduleusement décaissés jusqu'à la date de la mission de la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes, les 28 et 31 mars 2025. Dans un cas comme dans l'autre, ces faits sont constitutifs de manquements graves aux devoirs et contreviennent aux intérêts des communes. C'est pourquoi le Conseil a prononcé la révocation des mises en cause et instruit les ministres concernés à l'effet de faire prendre les sanctions appropriées à l'encontre de tous les agents impliqués dans ces malversations, sans préjudice des poursuites judiciaires dont ils doivent faire l'objet, autant que le prestataire. Au titre d'autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant approbation des statuts de l'Office de gestion des stades du Bénin,
classement du bien culturel dénommé Cataclé au patrimoine culturel national, nomination ou promotion au grade supérieur de certains conservateurs des eaux, forêts et chasses au titre de l'année 2025, ainsi que le décret définissant les modalités d'organisation de l'inscription au fichier national des aspirants à l'enseignement supérieur. Autre information, dans cette édition, le Bénin a reçu ce jeudi un don de moyens roulants de la part du gouvernement japonais. Cette cérémonie qui s'est déroulée au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique s'inscrit dans le cadre du renforcement de la sécurité des paisibles populations et de la lutte contre le terrorisme. Quelques propos dans cet élément. Je souhaite sincèrement que ces matériels roulants et de secours vont contribuer à renforcer davantage les capacités opérationnelles des unités de la police républicaine et des services en charge de la protection civile pour la lutte contre le terrorisme au Bénin. C'est avec beaucoup de plaisir que je reçois ce matin de la main de Monsieur l'ambassadeur 23 motos que la République du Japon a bien voulu mettre à la disposition de notre pays pour nous soutenir dans notre lutte pour la sécurisation de nos populations et aussi pour la lutte contre le terrorisme. Je veux rappeler qu'il y a quelques semaines, nous avons reçu de l'ambassadeur 22 véhicules, dont 20 4x4 bâchés et 2 Land Cruiser voitures. Je veux rassurer monsieur l'ambassadeur que ces véhicules sont déjà sur le terrain et ont démarré le travail et nous aident déjà à appuyer nos forces sur toute l'étendue du territoire national. Le matériel que nous recevons aujourd'hui, à savoir 23 motocross, plus 5 appareils de communication, monsieur l'ambassadeur, je vous donne l'assurance que nous allons utiliser ce matériel de la manière la plus judicieuse possible et de la manière la plus efficace pour que les objectifs que nous sommes fixés soient vraiment atteints. Je tiens, au nom du président de la République, de tout le gouvernement et de tout le peuple béninois, à vous remercier pour cette attention particulière de votre pays à l'endroit du Bénin. Parlons éducation à présent. À quelques semaines de l'examen du certificat d'études primaires CEP, les séances de révision s'intensifient dans les écoles sillonnées par notre équipe de reportage dans la commune de Koma. Enseignants et enseignés ont le cœur à l'ouvrage. Pas de répit pour eux puisque c'est l'ultime virage pour passer en revue les différentes notions avant la date de l'échéance. Raphaël Sourin et Innocent Zoukmon pour les détails. À notre descente dans cette classe de CM2, la matière qui cristallise les attentions est l'épreuve de lecture. Face aux différentes questions de l'instituteur, les apprenants ne manquent pas de réaction. C'est l'ultime virage avant la composition de l'examen du certificat d'études primaires CEP, session de juin 2025. Tout se passe selon le chronogramme élaboré à cet effet par l'État et qui leur sert de feuille de route. Nous suivons l'organigramme envoyé par le ministère. L'organigramme fait premièrement la lecture pour la première journée. La lecture, expression écrite et dictée. Et quand on finit, normalement, ces corrections devaient être faites par le directeur. Mais tel que nous sommes un peu chargés, on sollicite l'aide de nos collaborateurs pour la correction. Conscients de l'enjeu, les apprenants se montrent réceptifs et démontrent leur capacité d'assimilation des différentes notions qui leur sont transmises. Test, la distraction de Tony. Le père de Tony élève quelques animaux domestiques dans sa concession. Des pintades, des poulets, des canards, etc. Mais ce n'est pas toujours facile de nourrir ces animaux quand on demeure en ville. Je m'organise correctement en révisant toutes mes leçons, en traitant des exercices et en faisant beaucoup de révisions. Et je suis prête pour le CEP. Oui, je suis bien les révisions avec le directeur. Quand il pose des questions, comment tu fais? Je pense et je réponds. Maintenant, est-ce que tu comprends? Oui, je comprends bien les cours. Maintenant, à la maison, comment est-ce que tu t'organises? Parce que tu es un candidat. À la maison, je m'attaque à mon cahier de leçons et j'apprends. Les révisions se passent à merveille. J'apprends bien à la maison et je traite quelques épreuves avec mon maître d'études.
Ces derniers jours se passent bien avec les apprenants. Ce soir maintenant, nous sommes en révision de ES. Les apprenants sont au point quand même. En ce moment, on constate que certains apprenants font encore la confusion dans les notions. Et nous essayons de voir encore de réorganiser les choses à leur niveau pour que tout se passe bien. Ce que nous leur conseillons, tels qu'ils sont enthousiasmés, ce n'est pas seulement le travail de classe à la maison, il faut qu'ils continuent la même chose. L'accompagnement des parents est ainsi sollicité, un appui majeur pendant ces moments de révision. En dehors du suivi à l'école, il faut que les parents aussi suivent ces enfants avec nous. Nous avons besoin vraiment de leur aide. Il faut suivre leur alimentation, comment ils dorment, il faut veiller à ça. On a des précautions que nous avions l'habitude de prendre, mais il faut encore veiller plus à ça pour les enfants là qui ont examen. Mais hier par exemple, j'ai constaté que plus de 13 enfants n'ont pas amené leur cahier de couture. Pendant que la maîtresse couturière là, elle travaille avec eux. Les autres copient et ils ne copient pas. Vous voyez, donc c'est en cela que je demande le concours des parents qui nous aident, qui contrôlent les enfants à la maison. Est-ce qu'ils ont copié les devoirs? Est-ce qu'on n'a pas donné les devoirs de maison? Tout ça là, pour nous accompagner afin que le résultat soit bon. Pour un bon déroulement des préparatifs de l'examen du CEP, l'État a mis à la disposition des écoles des cahiers d'activités et des annales qui servent de guide tant aux enseignants qu'aux candidats. Sur le terrain, les acteurs reconnaissent l'apport qualitatif de ces documents didactiques et saluent cette initiative du gouvernement. Je crois que notre ministre a su faire l'essentiel et on l'a su à travers ce cahier d'activités. Entre-temps, on photocopiait des épreuves. Ce qu'il faut pour nos apprenants, pour la révision, l'essentiel est dans ce cahier d'activités. Et ces cahiers d'activités sont accompagnés des corrigés-types et des conseils pouvant nous permettre à mieux réussir les préparatifs pour cet examen du CEP 2025. Nous remercions l'État béninois et le gouvernement qui ont pensé au succès, à la préparation de ces enfants pour le succès au CEP et nous a envoyé des annales et puis des cahiers d'activités pour le CM2. Dans ces cahiers d'activités, il y a des épreuves que les apprenants traitent. Au fur et à mesure qu'ils finissent de traiter, le maître de l'école corrige. Ces cahiers-là nous aident beaucoup. À mesure que le temps égrène son chapelet, dans les écoles sillonnées ici à Comé, les candidats ont le cœur à l'ouvrage et sont visiblement prêts pour l'échéance. En interactualité, 2 jours après sa démission, Tidjane Thiam a de nouveau été élu à la tête du PDCI lors du congrès décentralisé organisé ce mercredi sur 45 sites répartis dans tout le pays. Le principal parti d'opposition ivoirien entendait ainsi contourner une procédure judiciaire en cours contre son leader et profiter de l'occasion pour afficher son unité autour de lui. Le reportage. Un congrès sans lui-même pour lui. À Abidjan, en région et dans la diaspora, 45 bureaux de vote. Tidjane Thiam, élu en décembre 2023, a été contraint à la démission en cause de sa double nationalité. Les statuts du PDCI exigent qu'il soit uniquement ivoirien. Or, il était encore français au moment de son élection. Un geste stratégique pour calmer les tensions internes et dévancer une possible condamnation. Candidat unique à sa propre sous-section, il devrait logiquement être réélu. Il fallait être intelligent. Et le PDC a prouvé une fois de plus qu'il est un grand parti. Un parti d'espoir. Et le fondateur de la République de Côte d'Ivoire. C'est un symbole très fort. On donne une légitimité au président Tidjane Thiam. Quand le parti appelle ses braves soldats à venir au bureau politique, aux élections, aux différents organes, il est important de répondre. C'est un vote stratégique. Voilà, parce que c'est comme un jeu d'échecs que je joue à l'international. Voilà, donc chaque parti pousse les pions. Et là, notre président, le parti, le PDCI, vient de pousser un grand pion. Un coup calculé, Tidjane Thiam a officiellement renoncé à sa nationalité française. Il est désormais seul candidat à sa propre section, mais derrière ce retour en force, une autre bataille se profile, celle de la présidentielle. Selon cet expert, le PDCI devrait envisager un plan B. Le PDCI s'inscrit dans un optimisme politique, pensant certainement à une ouverture politique,
à un dialogue politique entre l'opposition et le pouvoir. Surtout allant dans le sens d'une nouvelle révision de la liste électorale qui permettrait à M. Thiam, n'est-ce pas, d'être inscrit sur la liste électorale sans possibilité d'y être radié. Les obstacles judiciaires et politiques sont nombreux, ce qui oblige le PDCI, à mon sens, à voir la possibilité d'un plan B. Au-delà de la bataille interne, c'est la présidentielle de 2025 qui se profile. Et là encore, un obstacle de taille, l'inéligibilité de Thiam, absence de la liste électorale lors de la dernière révision, une candidature compromise à moins que les lignes ne bougent d'ici là. Pour Thiam, le combat ne fait que commencer. Un nouveau chapitre s'ouvre dans l'affaire judiciaire qui secoue la classe politique mauritanienne. L'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz a été condamné ce mercredi à 15 ans de prison ferme par la Cour d'appel de Nouakchott. Cette décision alourdit la peine initiale de 5 ans prononcée en décembre 2023 dans un dossier emblématique de corruption à grande échelle. La Cour a retenu contre lui des chefs d'accusation lourds suivants. La Cour d'appel de Nouakchott a eu la main très lourde contre l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, condamné mercredi à une peine de prison de 15 ans ferme et à une amende de 3 millions de dollars. Il a aussi été déchu de tous ses droits civiques. L'ex-chef de l'État a été reconnu coupable de blanchiment d'argent et d'enrichissement illicite. Il a cumulé une fortune de plus de 70 millions de dollars d'actifs pendant son règne à la tête de la Mauritanie, selon les enquêteurs. L'appel a donc été tout sauf une bonne décision pour Mohamed Ould Abdelaziz, alors qu'il n'avait écopé que de 5 ans d'emprisonnement initialement. Mohamed Ould Abdelaziz est en prison depuis janvier 2023. Au centre de ses ennuis, le conflit sur la gestion du parti au pouvoir avec son ancien allié et successeur, Mohamed Ould Ghazouani. Le président Ramaphosa rencontrera le président Donald Trump à la Maison-Blanche à Washington pour discuter de questions d'intérêt mondial. Entre les deux hommes, les frictions sont nombreuses. Le président américain reproche à Pretoria de supposées persécutions des Afrikaners, les descendants des premiers colons européens. Le reportage. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa et son homologue américain Donald Trump doivent se rencontrer à la Maison-Blanche le 21 mai. Cette entrevue a été planifiée à la suite des allégations de M. Trump selon lesquelles un génocide est commis contre les fermiers blancs d'Afrique du Sud. Pretoria avait démenti les accusations, affirmant que les blancs de ce pays, à majorité noire, ne sont pas persécutés. Le rendez-vous intervient également après le début de ce que l'administration Trump a déclaré être un plan de relocalisation plus large pour les agriculteurs afrikaners minoritaires, pour lequel les États-Unis ont accueilli 59 Sud-Africains blancs en tant que réfugiés ce lundi. Lorsque le premier groupe de réfugiés afrikaners est arrivé à l'aéroport international de Doule, en Virginie, le président américain a déclaré qu'un génocide était en cours contre les fermiers blancs et que les médias internationaux n'en tenaient pas compte. Le voyage de M. Ramaphosa visera à réinitialiser la relation stratégique entre les deux pays. La Maison-Blanche n'a pas commenté dans l'immédiat cette rencontre qui serait la première de M. Trump avec le dirigeant d'un pays africain depuis son retour au pouvoir en janvier. C'est une première depuis plus de 3 ans dans la guerre en Ukraine. Des négociateurs russes et ukrainiens se retrouvent ce jeudi à Istanbul en Turquie pour des pourparlers directs. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait savoir qu'il ne se rendrait à Istanbul que si Vladimir Poutine venait aussi, mais qu'il rencontrerait dans tous les cas son homologue turc Recep Tayyip Erdogan à Ankara. Le reportage. Le président ukrainien est arrivé à Istanbul ce jeudi pour des pourparlers directs avec la Russie. Volodymyr Zelensky, qui avait au cours du week-end défié le président russe de le rencontrer en personne, espère un cessez-le-feu dès lundi. L'Ukraine et ses alliés européens avaient demandé à la Russie un arrêt inconditionnel de 30 jours avant ces négociations, une demande rejetée par Moscou qui a proposé cette autre alternative. Si un conseiller ukrainien a déclaré que Zelensky ne s'assierait qu'avec Poutine, la Russie n'a pas confirmé la présence du chef d'État. Le Kremlin a indiqué après une rencontre du président Vladimir Poutine avec ses hauts responsables mercredi soir que sa délégation sera dirigée par un collaborateur de Poutine et 3 autres fonctionnaires.
Le président américain Donald Trump a annoncé sa potentielle présence vendredi s'il est satisfait de l'évolution des pourparlers. Le président américain Donald Trump a rencontré ce mercredi à Riyad son homologue syrien Ahmed al-Shara, un geste fort impulsé par Mohamed Ben Salman et Recep Tayyip Erdogan au lendemain de l'annonce de la levée des sanctions américaines sur un pays dévasté par 13 ans de guerre. C'est après moi. C'est une image qui aurait été impensable il y a encore quelques années. Ahmad al-Shara, ex-chef djihadiste, se rend la main au président américain Donald Trump. Une rencontre orchestrée par l'Arabie Saoudite et la Turquie et qui symbolise la nouvelle page que la Syrie tente de tourner. Connu sous le nom d'Abu Mohamed al-Golani, al-Shara a longtemps été une figure radicale de l'insurrection islamiste. Ancien proche d'Al-Qaïda puis rival de Daesh, il dirigeait le groupe Hayat Tahrir al-Sham dans le nord-ouest syrien. Aujourd'hui, Trump parle d'un jeune homme séduisant au passé très fort et annonce la levée des sanctions américaines contre Damas. Al-Shara promet une Syrie démocratique inclusive, mais son idéologie islamiste suscite encore des inquiétudes. De chef terroriste à homme d'État, Ahmad al-Shara devra désormais convaincre que sa transformation est réelle et durable. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.